Alors en santé mentale, effectivement, les films, les séries, il y a eu des films avant qui étaient très stigmatisants. Donc effectivement, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était plutôt une idée catastrophique des troubles en santé mentale. Maintenant, il y a plutôt des séries qui peuvent permettre de se dire, tiens, ça, attention, c'est une alerte, mais voyez, on peut aller mieux. Donc ça, c'est quand même, ça commence à être plus positif. Et puis, un truc que j'ai vu évoluer, mais qui reste quand même aussi à travailler, parce que dans les 3 cas, il y a encore du boulot, c'est la stigmatisation des professionnels de santé vis-à-vis des troubles en santé mentale. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation en santé mentale et notamment de la e-santé avec Anne qui est psychiatre. Et je te laisse te présenter, Anne. Bonjour, donc je suis psychiatre, j'ai longtemps travaillé en institution, en hôpital public, et là je suis en libéral depuis à peu près 5 ans. Et à côté de ça, ouais, je m'intéresse à l'innovation depuis déjà 7-8 ans, de différentes manières. D'abord, c'était vraiment juste la simple découverte, la curiosité, et puis de fil en aiguille, j'ai participé à de nombreux projets, et je continue. Je ne sais pas si je détaille tout de suite, parce que c'est peut-être un peu long. Ouais, mais de toute façon, j'ai noté des questions. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as toi-même déjà créé une structure dans tout ce qui est thérapie digitale. Moi, je suis super intéressé que tu nous dises ce que tu as appris, parce que c'est un sujet quand même dont on parle beaucoup, et en même temps, enfin voilà, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, c'est Audity, c'est ça, Audity X? Alors non, non, là il y a une erreur. En fait, j'ai plutôt fait un projet. Enfin, on allait me solliciter pour faire un projet, mais le projet n'a pas pu aboutir. Donc Ah en oui, fait, c'est oui, plutôt une mais expérience entrepreneuriale mhm, qu'une expérience vraiment concrète de thérapie digitale. mhm, Par contre, moi, ce que je fais beaucoup, c'est tout ce qui est hackathon. ok, Donc, c'est des week-ends d'innovation en santé où, en fait, des gens qui ne se connaissent pas finissent en un week-end à faire des projets. Et ça, c'est une expérience vraiment géniale que j'aimerais qu'il se fasse avec beaucoup d'hôpitaux, d'ailleurs pas que la santé mentale, mais je pense que la santé mentale, ça serait vraiment un renouveau et un regard neuf et une ouverture qui serait assez importante, à la fois pour les patients, ça leur donnerait énormément d'espoir, de valeur, etc., d'expression, mhm, et à la fois pour les professionnels de santé qui souvent sont, en fait, ils sont trop isolés. Soit on est isolé en libéral, ce qui est un peu mon vécu actuel, et là ça commence à m'embêter un peu. mhm, Soit en fait on est isolé en vase clos, mais entre soi, c'est-à-dire que on est notamment dans l'hôpital public, je veux dire standard de secteur, quoi. mhm, Je trouve qu'on est un peu trop entre soi, avec une vision qui est un peu trop uniforme, et du coup, on est beaucoup moins justement ouvert à l'innovation, ouvert aux évolutions, ou du moins beaucoup plus tardivement. mhm. Et donc là, ces types de week-ends peuvent permettre vraiment de changer de point de vue. Et du coup, d'ailleurs, j'en ai organisé 2 en santé mentale. Et là, Trop bien. c'est le truc dont je suis hyper fière, parce que on est venu me chercher à 2 reprises là-dessus. Et il y a un week-end où en fait c'était avec l'hôpital qui fait des week-ends d'innovation qui sont particuliers, parce que c'est pas que de l'innovation digitale, déjà en numéro un, c'est pas que du numérique. Et en numéro 2, ça fait suite à des immersions. Donc c'est vraiment aller rechercher les besoins avec sur le terrain. Et ça, c'était génial parce que, évidemment, elle m'a sollicité, Aude Niatanou, pour chercher les lieux d'immersion. Et l'idée dans l'immersion, c'est qu'effectivement, on met des gens qui n'y connaissent rien. Et là, en l'occurrence, c'était dans des hôpitaux pendant 3 jours. Et ils vont observer, ils vont interroger, entre guillemets, voilà, ils vont discuter avec les familles, les soignants, les patients. Et après les 3 jours, ils font un rapport où en fait, ils mettent un rapport d'étonnement, comme ça s'appelle, pour en gros un peu décrire leur expérience et dire ce qui les a interrogés,
peut-être choqué. Bon, il le formule gentiment, on va dire. Mais voilà, ce qui effectivement, parce que sinon, une fois qu'on est habitué, et notamment le professionnel de santé, une fois qu'on est habitué à un espèce de train-train de façon de faire, et qu'on est un collectif qui fait comme ça régulièrement, on a beaucoup plus de mal à se décaler et à avoir un autre point de vue. Enfin, c'est le cas aussi dans des entreprises, hein. Chaque fois, le stagiaire va poser les bonnes questions, mais à l'hôpital public et particulièrement en psychiatrie, je dois dire que le changement de point de vue est beaucoup plus lent que peut-être et dans d'autres domaines de la médecine. Et puis par rapport aux entreprises, je dirais le décalage est sans doute assez énorme. Mais donc voilà, là, les week-ends d'innovation, c'est vraiment super. Et dans ce cadre-là, il y avait même des projets, donc ça c'est sur un autre week-end d'innovation, mais il y a des projets avec les patients. Et en fait, ça serait vraiment mon rêve de faire une espèce de tournée d'innovation en santé mentale dans tous les hôpitaux de secteur où en fait, on montrerait ce que c'est un week-end d'innovation. On pourrait interviewer justement des patients et des soignants qui ont participé à ces week-ends. Et puis, on pourrait du coup organiser par région des week-ends d'innovation où là, ça pourrait se préparer avec les patients et les familles dans un temps beaucoup plus long là que ce que j'ai vécu pour plusieurs week-ends. Parce que je pense que pour amener les patients selon leur état, selon aussi les soignants qui sont frileux, etc., ça peut être un peu plusieurs mois, mais ça serait vraiment top. Enfin, j'ai quand même vu un projet comme ça qui était super et qui en fait c'est des infirmiers avec tout un hôpital de jour. Ils ont préparé le week-end d'innovation, donc c'était le Hacking Health Camp qui est en fait le week-end d'innovation en santé le plus important de France. Et ben en fait ils ont préparé le projet, ils sont arrivés le week-end. Le pitch de début de week-end, c'était un patient qui l'a fait. Ils ont créé le projet ils ont tenu compte du handicap parce que là c'était vraiment des patients avec handicap en les faisant tourner, c'est-à-dire au lieu de rester tout le week-end où c'est quand même un nombre d'heures qui est assez conséquent, c'est quand même assez fatigant. Bah et puis aussi pour faire participer, je pense pas mal de patients. Bah du coup ils sont venus à tour de rôle et en fait ça c'était vraiment incroyable, hein, vraiment. Puis évidemment ils n'ont pas travaillé qu'entre eux, c'est-à-dire évidemment ils ont rencontré des gens, etc. Et après, ils ont pitché à la fin, là, plusieurs patients et ils ont eu plusieurs prix. Et donc, vraiment, là, ce projet-là, c'est Tu quelque chose. avais comme projet, justement, si tu avais un projet qui t'a marqué et que tu trouves justement hyper intéressant. Bah, c'est celui-là, en fait. C'est Ouais. Skiza, ça s'appelle. Et le problème de ce type de projet, c'est comme c'est pas connu, comme l'innovation en santé mentale n'est pas connue, comme il n'y a pas de structure comme pour d'autres domaines d'innovation. Déjà, l'innovation en santé est déjà plus difficile que l'innovation dans d'autres domaines à cause du business model qui est beaucoup plus compliqué, mais aussi parce que j'allais dire les utilisateurs, enfin, les patients ne connaissent pas, les soignants ne connaissent pas, et donc à la fin, forcément, si personne ne connaît, finalement, bah, les acteurs qui pourraient financer ça, que ce soit des acteurs publics ou que ce soit, par exemple, des mutuelles, bah, en fait, ils s'y mettent pas puisque ils considèrent que le besoin n'est pas là, puisque personne. Et donc en fait, ça c'est vraiment un blocage pour que les projets aboutissent vraiment. Et du coup, ceux qui aboutissent, en l'occurrence, ce ne sont pas des projets qui partent du terrain avec les patients, ce sont des projets qui partent des soignants. Et encore, ça reste compliqué dans le côté vraiment santé mentale, c'est-à-dire c'est plus, par exemple, tout ce qui est méditation à marcher, toutes les applis de méditation, en gros, elles arrivent à tenir, mais c'est quelque chose qui contribue à la santé mentale, mais qui est beaucoup plus large en fait, qui est la santé mentale, j'allais dire. C'est entre le bien-être et la santé mentale. Il y a des preuves scientifiques, mais finalement, c'est alors, on va dire la prévention, c'est pour 100% des êtres humains. Il devrait être là pour 100% des êtres humains. Mais c'est plutôt quelle chose on peut apporter une fois qu'on commence un trouble ou une fois qu'on vous a dit, ben voilà, tu as tel trouble,
il faut que tu aies un suivi, ton traitement va t'aider à ça, ça, ça. Mais il y a tellement de choses où on a besoin d'accompagnement, de soutien, de communauté, et puis aussi d'informations qu'on n'a pas le temps d'avoir quand on a un entretien avec son psychiatre, etc. Qu'en fait, on pourrait faire des tonnes de projets. Moi, quand je dis ça, ça me paraît évident qu'on peut faire des tonnes de projets. Mais voilà, le souci, c'est après consacrer du temps. Donc, par exemple, là, cette équipe infirmière, elle avait pu consacrer du temps avant le week-end, mais par la suite, c'était compliqué que l'institution accorde du temps sur 1 an, 2 ans. Parce qu'en fait, pour quand même avoir un truc bien fini, etc., faut quand même, et encore, je dirais c'est le début, mais au moins pour avoir un projet qu'après on va tester, un produit qu'on va tester vraiment. En Ouais. fait, ça, pour l'instant, il n'y a pas trop de culture de ça, ni dans les hôpitaux publics. Ça commence, hein, il y a un balbutiement dans certains lieux, mais ça reste très, 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 très pauvre. Et puis après, c'est le financement. C'est-à-dire que, donc voilà, il y a un peu de tout ça. Et la culture de l'innovation, c'est-à-dire la culture de développer des idées, tester des nouvelles choses. On pourrait aussi venir et dire, bon, voilà, on se donne 6 mois pour tester tel truc. Est-ce que vous êtes d'accord d'intégrer ça à votre pratique quotidienne? Ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Donc voilà, tout ça, moi, c'est un peu un rêve, on va dire, que j'aimerais qu'il développe. Et donc, la tournée de l'innovation en santé mentale, bon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que je suis un peu du même avis dans le sens où c'est un milieu qui est pas si simple que ça pour innover parce que traditionnellement, comme tu le dis, c'est une question de culture en fait. On est dans une culture où il faut prendre son temps et il faut pas faire d'erreurs. Et ce qui est compréhensible, enfin, du point de vue de la santé mentale, mais c'est vrai que parfois, quand tu essayes d'innover, c'est plus difficile, on va dire. Et mais, enfin, je sais pas quel est ton avis, hein, dans le sens où j'ai l'impression de l'extérieur que, ouais, de laisser le temps aux personnes de dire en fait, il faut tester, il faut essayer, et on va apprendre, et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Personnellement, enfin, moi, j'ai un background qui est plutôt entrepreneurial et plutôt dans les logiciels informatiques. C'est pas du tout la même culture. Ah oui, c'est Mais sûr. c'est vraiment, en fait, je viens d'un monde où c'est normal de tester, c'est normal d'échouer. Tout le monde parle, entre guillemets, enfin, personnellement, moi, j'ai une boîte qui n'a pas marché. Et voilà, enfin, c'est comme ça, c'est normal et ça fait partie de ma vie et de mon apprentissage. Et c'est vrai que c'est une autre mentalité. Et pour revenir justement à cette innovation, parce que il y en a beaucoup qui sont intéressantes, et il y en a une dont tu as fait partie et que tu as grandement aidé d'ailleurs, c'est le Festival 7. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Anne? Alors là, c'est aussi de l'innovation, pas numérique, mais au sens où c'est un projet nouveau. Si on peut dire, c'est un peu la définition d'innovation, qui part vraiment d'une patiente, entre guillemets, qui a souhaité faire de la prévention après son expérience répétée de difficultés qui l'a amené à accepter d'avoir des soins sur une durée, et ce qui permet qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une patiente rétablie. On ne parle pas de guérison, mais enfin, c'est pas très loin de la guérison, on va dire. Et donc, elle s'est dit, finalement, moi, j'ai commencé à être malade, en gros, à l'adolescence. Et en fait, j'ai pas pu accepter ma maladie pour X raisons. Et l'une des raisons, c'est qu'en fait, je connaissais pas trop la santé mentale à la base. Les troubles de santé mentale, la santé mentale au sens, voilà, être en bonne santé mentale, je sais pas ce que c'était. Et un jour, elle a appris, ce qui est tout à fait une réalité, que 75% des troubles chroniques en santé mentale, enfin des maladies, voilà, qui sont alors chroniques, mais qui peuvent quand même se stabiliser et on peut avoir une vie normale, débutent entre 15 et 25, voire entre 15 et 30 ans, mais surtout entre 15 et 25. Et elle s'est dit, mais finalement, il faudrait faire quelque chose pour ces jeunes-là. Et pourquoi pas faire un festival en santé mentale, parce que c'est quand même une période de vie, on fait souvent la fête,
ou voilà, et que du coup, prendre l'occasion de la fête, des concerts, etc., pour faire passer des messages, pour pouvoir faire des rencontres avec et des acteurs et des personnes qui ont vécu un trouble, pour parler en fait de à la fois des troubles et montrer que en fait on peut très bien vivre avec ça et que c'est pas une catastrophe et qu'il n'y a pas la folie qui est vraiment un autre monde et je sais pas quoi. Et puis d'un autre côté, bah, finalement parler prévention et surtout finalement parler santé mentale normale dont on ne parle finalement pas, alors qu'en fait, c'est fondamental d'ailleurs pour toute la santé. Pour info, c'est prouvé que si vous êtes en bonne santé mentale, bah voilà, vous vous battez plus et mieux contre votre cancer, etc. Donc, il y a quand même une perte de chance énorme pour finalement toute la population, on va dire. Et évidemment, en connaissant ça, ben, on va aller vers les soins plus facilement. On va accepter les pathologies. Alors, c'est toujours difficile quand même, hein, mais ça va être moins, on va se sentir moins isolé. Et le fait surtout de consulter le plus tôt possible, ben, les soins plus précoces, ben, ça n'a rien à voir en fait. C'est que après la suite est beaucoup plus facile. Donc c'est sûr que et du coup, voilà, et en fait, c'est grâce à des rencontres en innovation que je participe à de nombreux projets, dont celui-là, qui en est à sa deuxième édition, là, qui la prépare. Et c'est vraiment super chouette. L'engouement est incroyable. Donc, elle est partie via une communauté de jeunes qui, là, continue à se renouveler, et chacun participe à la hauteur de ses moyens, ses compétences, son envie. Et du coup, donc, on a un petit pool de professionnels en santé mentale. Et puis le reste, voilà, c'est des jeunes, c'est des acteurs associatifs, ça peut être des influenceurs, des artistes. Enfin voilà, c'est quand même assez large. Et c'est impressionnant déjà ce qu'on a pu faire l'an dernier parce que honnêtement, on s'y mettait avec beaucoup de volonté, mais il y avait une partie de nous qui disait, bah, on va pas trop y arriver, il faut un budget énorme, on n'a rien, on n'est pas connu, personne enfin, ne voudra nous soutenir. Et puis en fait, bah, la force de l'enthousiasme a fait que ça a pu se faire. Et depuis, bah, en fait, ça commence vraiment ça bouge encore plus. C'est-à-dire que les, les démarches, par exemple, pour avoir des financements, ça c'est bien majoré par rapport à l'an dernier. Et puis, ça se renouvelle, ça, les artistes se renouvellent, les propositions aussi, par exemple, d'ateliers ou de choses participatives se renouvellent. Donc, c'est vraiment incroyable. Et donc, bah voilà, je dirais longue vie au Festival Facex. C'est son nom. Et c'est super, hein. Moi, j'étais allé l'année dernière et j'avais beaucoup apprécié. Et c'est vraiment le fait de se dire que on peut parler de santé mentale, mais dans différents cadres. Et c'est ce que tu as bien expliqué, Anne, c'est que c'est pas obligatoirement, parce qu'on s'imagine la santé mentale un peu, c'est un peu triste, mais on a des références de films, de vieux films, dans des Ouais, hôpitaux, même Camisole de force, hein, par exemple, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Moi, je me rappelle, c'est le premier film que ouais. j'ai vu sur la santé mentale, où Ah ouais, les personnes ont des camisoles de force et ils veulent pas prendre leurs médicaments. Enfin, c'est vraiment l'extrême. Et ouais, on peut parler de santé mentale, comme on le fait d'ailleurs là aujourd'hui, hein, ouais, dans des formats qui sont quand même un peu plus sympas, qu'on peut écouter un peu n'importe où. Et le fait de le faire aussi dans un festival, je mettrai d'ailleurs le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. En plus, c'est gratuit. C'est ouais. le fait d'aller voir des concerts gratuits, de pouvoir rencontrer plein de belles personnes. Pour ma part, moi, j'y serai aussi. Donc, ça permet de se croiser. Je pense que tu seras aussi, Anne, j'imagine. Oui, forcément. Mais ouais, c'est vraiment une belle occasion et merci aussi à Clémence pour la citer parce que c'est super aussi au niveau Et du c'est produit. incroyable. Clémence, mon voisin, qui est donc à l'origine du projet, donc enfin présidente de l'association, parce que du coup on a créé une association. Et ouais, non, c'est vrai que c'est top.
Et donc, Ouais, et bravo à toi aussi, parce que pour avoir les infos, t'as été vraiment un élément majeur, et c'est super. Et c'est vrai que c'est ce qui est beau dans l'innovation en santé mentale, c'est que on peut parler de technologie, mais il y a aussi autre chose que la technologie. Et moi, j'aime bien le fait de dire que, en fait, ça va ensemble. Que là, on parle d'un festival physique, mais il aurait, je pense, après tu me donneras ton avis, mais il n'aurait pas eu lieu s'il y avait eu notamment cette communauté aussi en ligne sur Discord, cette organisation avec des outils qui sont des outils numériques. Et que tout ça et se va ouais, un c'est petit sûr. peu ensemble, en fait. Bah oui, carrément, parce que effectivement, quand on parle de la communauté de jeunes, il se trouve qu'au départ, effectivement, c'était que numérique, au point que évidemment, on a eu des gens qui étaient à Marseille, qui étaient à Lille, et puis après, ça a continué. C'est-à-dire ceux qui ont participé et qui ont proposé des ateliers ou qu'on est allé chercher en disant, tiens, on trouve que c'est intéressant ce que vous faites. Et ben en fait, ils étaient partout. Donc on a quand même eu des gens qui se sont déplacés pour faire des ateliers, voilà, ils sont venus effectivement de Marseille, de Lyon. Ensuite, des participants qui avaient eu connu et effectivement qui étaient rentrés dans des communautés. On avait aussi des gens d'un peu partout. Et donc ça, ça montre aussi que ce projet pourrait très bien, et c'est un peu aussi notre idée, se reproduire dans d'autres régions. Alors c'est pareil, il faut aussi des gens engagés sur le terrain, parce que c'est effectivement, c'est quand même pas, ça se fait pas en un mois, hein, mais c'est ça notre rêve aussi. C'est qu'en fait, dans chaque région, il y ait un festival en santé mentale qui s'organise avec des acteurs locaux, et puis effectivement, de temps en temps, des associations peut-être d'autres régions qui peuvent montrer ce qu'elles font. Et en fait, souvent, c'est quand même toujours très souvent des choses à part les concerts finalement, c'est beaucoup de choses participatives. Et donc, que ce soit les ateliers ou du théâtre forum, donc c'est une sorte de théâtre participatif, etc. Donc, donc voilà, ça serait le rêve que là aussi, il y en ait, qu'il y ait plein de petits bébés de Festival Facette, quoi. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Mais c'est ça qui est super et moi c'est ce que j'apprécie, c'est de voir que même si on l'a dit, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a un peu un vent de renouveau en ce moment avec quand même des belles initiatives et le festival Facette en fait partie et enfin moi le premier je vais faire un atelier sur le travail et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir le faire avec des jeunes, avec quelque chose d'hyper concret. Non, mais voilà, je pensais même à ça, enfin, le festival Pop MC. Je sais pas si toi, tu y Ouais. étais allé, mais Alors de moi, voir, j'étais pas allée parce que c'était très proche au niveau du oui, le timer timing. dernier. C'était, je crois, un week-end d'écart et nous, on était quand même à fond. C'était un peu compliqué. Non, c'était un axe un peu différent parce qu'il y a, de ce que j'ai compris, ça partait pas d'une communauté, moins de choses participatives. Mais voilà, c'est aussi une autre initiative intéressante de parler santé mentale au grand public différemment. Donc, euh, donc voilà, de toute façon, tout ce qui permet de plus en parler et de plus aller vers le grand public, moi je pense que enfin voilà, c'est un peu fondamental. Et du coup, se servir j'allais dire de n'importe quoi, de tout support, j'allais dire, tout support, toute façon d'aller vers l'autre, moi, ça ne peut que être bien. Enfin, donc là-dessus, mm, Non, mais c'est clair, et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est d'avoir une approche qui n'est pas centrée sur l'hôpital, parce que, ben, en fait, moi, je dis toujours, en fait, le podcast, on met en concurrence avec potentiellement un épisode de Netflix de la dernière série, j'en sais rien, ce que vous aimez. Et, et c'est ça, en fait, c'est les gens, ils ont besoin d'éprouver un plaisir pour se renseigner et pour justement comprendre et accepter. Parce que tu en parles beaucoup, nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est une fois qu'on a compris et qu'on a accepté cette différence, c'est là où, de manière volontaire, on a envie de se faire accompagner.
Et généralement, c'est dans ces moments-là où tout se fait et justement la personne peut se rétablir, atteindre ses objectifs. Et enfin, personnellement, on en est convaincu et je pense que c'est le cas de beaucoup quand même de professionnels de santé aujourd'hui et ça évolue quand même très bien. Un sujet que je trouve aussi intéressant, c'est tu parles de stigmatisation, en lisant un petit peu ce que tu fais, de le fait de lutter contre les stigmatisations. Donc le festival Facette en fait partie, mais toi, qu'est-ce que tu as pu voir, notamment dans les changements qui sont en train de s'opérer dans tes pratiques? Et moi, je suis intéressé d'avoir ton expérience là-dessus. Alors, il y a plusieurs types de stigmatisation. Il y a l'auto-stigmatisation, donc la personne qui atteint d'un trouble qui ne peut pas en parler. Alors malheureusement, ça existe toujours, c'est-à-dire que moi j'ai quelques rares patients, parce que maintenant heureusement c'est plus rare, qui n'osent pas en parler. Donc j'en ai une par exemple depuis des années, elle ne veut pas en parler à sa famille. Alors, en l'occurrence, elle sait qu'ils sont déjà rejetants sur cette question à un point assez élevé. Et du coup, pour pas se mettre, pour pas être dans la solitude, elle ne peut pas en parler. Mais voilà, l'autostigmatisation, c'est d'avoir honte d'avoir un trouble et de ne jamais en parler. Il y a d'autres maladies où c'était le cas pendant des années et où, voilà, ça va mieux, c'est pas 100% non plus, hein, mais pour le VIH, c'était la même chose, même pour les cancers, ne pas oser parler à ses collègues. Donc voilà, il y a l'autostigmatisation, il y a la stigmatisation dans la population générale. Alors en santé mentale, effectivement, les films, les séries, il y a eu des films avant qui étaient très stigmatisants. Donc effectivement, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était plutôt une idée catastrophique des troubles en santé mentale. Maintenant, il y a plutôt des séries qui peuvent permettre de se dire, tiens, ça, attention, c'est une alerte, mais voyez, on peut aller mieux. Donc ça, c'est quand même, ça commence à être plus positif. Et puis, un truc que j'ai vu évoluer, mais qui reste quand même aussi à travailler, parce que dans les 3 cas, il y a encore du boulot, c'est la stigmatisation des professionnels de santé vis-à-vis des troubles en santé mentale. Et ça peut paraître complètement paradoxal et complètement, j'allais dire débile, enfin, encore moins compréhensible en fait finalement, puisque eux, ils ont quand même la connaissance. Donc, c'est curieux qu'ils puissent rejeter ces troubles-là. Et donc, eh ben, en fait, si, pour plusieurs raisons. Dans la formation initiale commune, donc les 6 ans communs, la façon dont on a de parler de santé mentale n'est pas positive au sens où on ne parle pas justement du rétablissement. Et ça, déjà, c'est un gros problème. Alors peut-être ça a changé parce que moi, je fais un petit peu, mais franchement, si on le fait maintenant, c'est très court. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. Et pire encore, dans la formation vraiment en psychiatrie, donc les années qui suivent, ben, c'est pareil. Ben, évidemment, on parle beaucoup plus de santé mentale, de quand même ce qui permet d'aller mieux. Évidemment, on décrit beaucoup plus tous les troubles, bon, évidemment. Mais il y a aussi l'idée du rétablissement qui n'est pas assez abordée, de justement toutes les stigmatisations qui contribuent à des soins moins bons, qui contribuent au fait que le rétablissement va être plus difficile, etc. Et donc, c'est ahurissant. Et ça, en fait, c'est la stigmatisation qui est, j'allais dire la pire, peut-être pas, mais ouais, qui est hyper choquante, en fait. Hyper choquante que si j'ai un collègue, et moi, par exemple, j'ai une amie qui, donc c'est un couple de médecins, et elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, un trouble assez sévère, qui a eu du mal vraiment à être équilibré. Bah, son mari, une des choses qu'il a faites, il l'a dénoncé, entre guillemets, dénoncé au Conseil de l'ordre, au lieu d'avertir le Conseil de l'ordre en disant faut qu'elle soit suspendue, il a fait en sorte que finalement, elle a carrément été rayée du Conseil de l'ordre. Donc, par exemple, ça, c'est de la stigmatisation grave. Et évidemment, bon, après, s'en est suivi ce qu'on imagine bien, divorce, perte de la garde de ses enfants, alors qu'elle aurait pu, sans avoir la garde, pouvoir quand même les voir avec un tiers, etc. Ben là, je vous donne un exemple de médecin à médecin. Et donc voilà, moi ça c'est hyper choquant
Bon, alors on peut dire c'est une toute petite frange de la population, mais comment est-ce qu'un médecin qui doit lui-même finalement annoncer et accompagner un patient qui a une maladie sévère, si lui-même a la vision de, de toute façon, voilà, je lui colle une étiquette et puis c'est foutu sa vie, comment est-ce qu'il peut donner de l'espoir aux patients, aux familles? Enfin, il y a un truc qui déconne complètement. Et puis c'est aussi comme si, eux ils sont dans un camp, nous on est en fait comme s'il y avait deux mondes quoi. Il y a un monde où les gens ils ont un trouble, voilà, et c'est des gens pas comme nous. Alors qu'en fait n'importe qui peut avoir un trouble à un moment donné. Alors le trouble le plus fréquent dans la population générale, c'est la dépression, et avec des dépressions plus ou moins sévères, mais on ne parle pas assez de dépression dans la population générale, et ça devrait pas être une honte d'avoir fait une dépression. Et donc voilà. Et là, enfin voilà, je comprends pas. Enfin, c'est plus que je comprends pas quoi. Moi, ça me choque carrément. Alors heureusement, à côté de ce constat qui est quand même assez assez horrible, ce que je vois comme évolution, c'est que pour le coup, les jeunes psychiatres, donc en gros les moins de 35, peut-être les moins de 40, mais sur les moins de 30 ans, c'est assez net, ont une autre vision quand même de la psychiatrie. La vision du rétablissement j'allais dire, se démocratise beaucoup plus, et aussi le dialogue vraiment euh, simple de patient à médecin, dans le sens où se parler d'humain à humain et pas d'un côté dissymétrique là, de sachant à quelqu'un qui subirait le savoir et qui se ferait diriger par le savoir de l'autre. Ça, c'est beaucoup moins le cas parmi les jeunes. Alors, je dis pas que les vieux, ils sont tous comme ça aussi, mais peut-être ils ont beaucoup plus de mal à évoluer sur le fait d'avoir une vision moins paternaliste, en fait, déjà de la santé, et d'avoir une vision moins stigmatisante de façon globale de la santé mentale. Donc voilà, donc ça, Mais c'est ouais. intéressant ce que tu dis parce que, en fait, pour certaines personnes que j'ai pu rencontrer, hélas, ça a pu créer une sorte de barrage entre la personne concernée par exemple, la bipolarité et les professionnels de santé. En ayant des fois tendance à dire ça s'est mal passé avec telle personne, donc je ne vais plus aller demander de l'aide à des professionnels de santé. Et pour Ouais, nous, alors c'est ça qui est, ouais, c'est ça va dans paradoxal. l'extrême, hein. Mais C'est ce que je veux paradoxal. dire, Ouais. pour terminer, ce que je veux vraiment dire, c'est que, alors, il y a des erreurs qui peuvent être commises, il y a des fois des choses qui ne se passent pas bien. Et bon, il y a quand même, et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est que c'est un métier qui est quand même très difficile et que il y a des évolutions positives. Et c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec un psychiatre, ce qui a d'ailleurs été mon cas par le passé, hein, en toute transparence, le psychiatre d'après ne va pas être hyper bon et va pas justement nous aider énormément. Et ça, je trouve que c'est important, on n'en parle pas assez, mais on a le droit de changer de médecin. Ouais, ça, c'est super important. Super important, moi, je disais régulièrement qu'on a le droit. Et pareil, dans la santé physique, j'ai eu aussi des patients qui avaient des problèmes de santé physique parfois sévères et qui se sentaient vraiment soumis à tel médecin et n'arrivaient pas à pouvoir demander, à connaître leurs droits, en fait, parce que, genre, les résultats d'examen, les comptes rendus, parfois, ils n'avaient pas les choses concrètes, et puis à s'autoriser à avoir un deuxième avis ou à demander à un autre médecin à l'hôpital. Donc ça, c'est un truc aussi plus général, mais en santé mentale, je pense que comme on est plus fragilisé dans sa capacité à s'exprimer, du coup, c'est parfois plus difficile. Et puis là-dessus, il y a aussi l'histoire de la place des familles, qui a une place encore plus particulière que dans le reste de la santé, où c'est tellement important que les proches fassent partie des soins. Ça aussi, c'est un mouvement qui quand même s'est énormément développé, mais en fait, sur le concret, sur le terrain, ce n'est pas vrai. Hein, moi, j'ai quand même eu aussi des familles qui me disaient, ah, bah écoutez, moi, pendant longtemps avec un tel, voilà, je pouvais pas. On m'a dit au téléphone que, non, on pouvait rien me dire.
Mais moi aussi, en tant que famille, je pouvais pas aussi m'exprimer. Quand bien même le psychiatre ne pouvait pas dire des choses évidemment personnelles, il refusait d'accueillir la parole des proches. Ce qui est quand même assez consternant parce que le psychiatre, il voit le patient, je veux dire une fois que la personne est sortie de l'hôpital, il le voit souvent une fois par mois pendant une demi-heure. Et encore, hein, parce que maintenant ça s'est réduit. Il y a un manque de psychiatres tel que les soins ont tendance à se dégrader. Mais c'est quand même pas pareil que quelqu'un qui a la personne au téléphone très très régulièrement, voire évidemment quelqu'un qui vit avec la personne est quand même en mesure d'observer des choses. Et puis, il la connaît aussi depuis très longtemps. Donc aussi les variations de ce qui se passe, de ce qu'il dit, de comment il est, qui est-ce qu'il connaît le mieux? C'est quand même les proches. Donc voilà, il y a toute cette culture-là et ça vient aussi de l'enseignement quand même. Il y a des choses à innover dans l'enseignement. Alors bon, voilà, hein, moi j'aimerais bien qu'on entende ça. Dans l'enseignement, les patients qui commencent à être présents dans l'enseignement dans d'autres domaines, ils le soient absolument en santé mentale, que les familles aussi soient, que la notion de rétablissement soit intégrée à l'enseignement, mais dès la formation initiale et pas seulement, alors déjà pour les psychiatres, donc les 4 dernières années, mais aussi pour les 6 premières années en commun, puisqu'on sait que la santé mentale a un impact fort sur la capacité de la personne à mieux suivre ses soins, en fait, quelle que soit la maladie. Donc, en fait, les maladies chroniques, voilà. Donc, c'est quand même pas très logique de ne pas se servir. Et puis, en plus, il y a le côté hyper riche humainement. C'est-à-dire qu'il y a un côté équipe, il y a un côté valorisation du savoir expérientiel, qui, pareil, commence à être reconnu. Mais enfin, voilà, on est quand même hyper en retard, hein, si on compare par rapport au Canada, c'est plus de 10 ans de retard très très facilement. Donc voilà. Et puis après c'est pourquoi ça commence pas à l'école en fait. Pourquoi déjà en santé physique, on a des choses à améliorer dans ce qu'on transmet à l'école, mais en santé mentale, il y a zéro message, mais alors zéro de zéro. Donc comme si on n'était pas des êtres humains, donc on n'a pas d'émotions, donc on peut pas avoir une baisse de morale, on ne peut pas être anxieux, on ne peut pas avoir. Non, mais enfin, c'est quand même aberrant, complètement aberrant. Et Ouais. pareil, si on en revient à la prise en charge précoce et pouvoir en parler à un copain, à ses parents, ou les parents qui repèrent quelque chose et qui n'osent pas en parler à aucun autre parent. Bon, voilà, donc les prises en charge sont tardives en fait à chaque fois. Tardives, stigmatisantes, donc on en revient et forcément l'éducation à la santé et l'éducation en santé mentale, et ben c'est un peu fondamental. Bon, ça j'allais dire, c'est un rêve parce qu'on y est très très loin encore. On y est très très loin, malheureusement. Là-dessus, je te rejoins totalement. J'en parlais d'ailleurs à une députée récemment, et lui dire, mais il faut que dans le programme scolaire, Ouais, puisse parler de la santé mentale. C'est, ouais. tu parlais tout à l'heure de la dépression. La dépression, a priori, c'est environ 1 personne sur 5 qui va Ouais. connaître une dépression au cours de sa vie. Et si c'est pas nous, ça sera un de nos proches. Enfin, tout le monde est C'est concerné. ça, tout le monde va, un collègue, un proche, ou soi-même. Et d'ailleurs, c'est à tel point que quand même l'OMS a évalué actuellement les premiers coups de santé mondiaux, c'est les maladies cardiovasculaires. Mais maintenant, bientôt, ils ont évalué qu'en 2030, ça sera en numéro 1, ça sera les coûts de santé mentale. Avec à l'intérieur de ces coûts-là, en fait, le numéro 1, c'est la dépression. Et donc là, on n'en entend pas parler. Puis en plus, maintenant, 2030, parce que ce chiffre-là date déjà de plusieurs années. 2030, c'est demain, là, maintenant. Et qu'est-ce qui a été fait? Voilà, les politiques sur la santé mentale sont très lentes. Alors là, par exemple, au niveau éducation nationale, ce qui leur pose problème, enfin, dit comme ça fait pas très humain, c'est le harcèlement scolaire avec les suicides. Donc là, effectivement,
et avec peut-être les plaintes forcément. Donc là, on essaye de plus en plus et peut-être là, il va y avoir à nouveau une nouvelle loi pour que les collaborations entre les soins et l'éducation nationale, les moyens que pourrait mettre en place l'éducation nationale pour prévenir le harcèlement, pour effectivement ensuite éviter des problèmes de santé mentale. Mais ils ne se disent pas que ça pourrait être dans le sens inverse, c'est-à-dire que faire de la prévention en santé mentale, développer le vivre ensemble, qui pour le coup est dans le programme scolaire de primaire. À la fin du primaire, vous devez pouvoir savoir vivre ensemble, sachant que en fait, on va dire que ça continue quel que soit l'âge. On va dire que dans chaque pays, vivre ensemble n'est pas très simple, mais que ça ne devrait pas s'arrêter. Justement parce que au collège, au lycée, surtout au collège, c'est pas du tout simple. Le développement, le passage à l'âge adulte, l'adolescence globalement, c'est pas très simple. Le vivre ensemble il devrait y avoir une attention particulière à c'est quoi devenir adulte, c'est quoi l'adolescence, avec tout ce qui est prévention et des addictions et des agressions sexuelles, parce que oui, alors comment est-ce qu'on prévient ça? Ben, il y a des façons de le faire. Pour qu'on prévienne certaines agressions sexuelles ou quand elles arrivent, qu'elles puissent ne pas se répéter, etc. Ou que ça ne tombe pas justement, je tombe dans la drogue parce que j'ai été agressée, que je n'en ai parlé à personne, qu'il ne s'est rien passé pour me défendre, pour m'accompagner, etc. Et donc voilà, eux, les politiques publiques, je pense, ne se rendent pas compte de l'impact sociétal et du coût de santé que ces choses-là ont quand elles sont prises en charge tardivement, voire elles sont pas du tout prises en charge. Donc on sait, dans les addictions, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un trouble addictif qui ont été agressées sexuellement, par exemple. Donc oui, peut-être Non, attention. Voilà. mais on en revient toujours à la même chose et c'est ça que je trouve important et c'est pour ça que c'est essentiel, notamment ce que toi tu fais avec Facette, c'est il faut libérer la parole. Et ça va venir de ça, ça va venir de la sensibilisation, de la déstigmatisation. Et ça se fait un petit peu, même comme on le fait là aujourd'hui, hein, Ouais. avec notre petit bâton de pèlerin, juste d'échanger, de l'évoquer. Et il y a quand même, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer, on voit qu'il y a quand même des changements. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense il y a réellement une prise de conscience qui commence à être faite. Il y a du travail, clairement. Oui, non, Il c'est faut vrai que voir. ça évolue. Il y a aussi les associations de patients. C'est vrai que tout ce qui est numérique peut aider, en fait, les hashtags, etc., peuvent, les séries, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui permettent de donner un accès à tout un chacun et du coup, ça change les regards. Mais voilà, parfois ça change le regard, mais ça reste quand même un peu lointain. C'est-à-dire, est-ce que si c'est vraiment proche de moi, si c'est moi ou si c'est ma sœur, mon frère, etc., est-ce que là, je continue à avoir ce regard un peu ouvert? Bon, ça, c'est encore un peu, je pense, de travail, mais c'est sûr que libérer la parole, ça commence pas mal. D'où aussi tous les mouvements d'association de patients. Donc aussi, ce que tu fais, finalement, c'est aussi ou la maison perchée, donc c'est à la fois des choses soit concrètes, soit des regroupements pour parler et aller vers les gens et tout. Tout ça, c'est sûr que c'est quand même et novateur et encore récent, mais bien sûr que ça aide énormément. C'est clairement les choses évoluent. Donc ça c'est assez positif. Il reste beaucoup de travail, comme tu disais, mais c'est chouette de voir ça. Mm. Ouais. Non, non, c'est clair. Et c'est une question qui me tient à cœur, que je pose à chaque fois. Si tu avais une baguette magique, si tu devais avoir une chose que tu peux changer dans la santé mentale, et sans contrainte, hein, c'est vraiment le principe, qu'est-ce que ce serait? Ben ça serait vraiment enlever toute la stigmatisation et du coup parler de façon j'allais dire anodine en fait. C'est pouvoir parler de façon anodine en santé mentale et que ce soit dans tous les milieux, quel que soit l'âge, dans tous les milieux.
Moi, je pense que du coup, nous, soignants, on aurait beaucoup moins, on aurait moins de travail. Je dis pas ça, mais surtout, ça changerait la population aussi, parce que peut-être que justement le vivre ensemble serait meilleur, parce que c'est quand même une notion aussi d'ouverture, de pouvoir parler de ça. C'est moins de jugement, finalement de façon aussi globale, et voilà, ça permettrait finalement moins de soins, des soins tellement plus précoces, et quelque part tout le monde irait mieux, parce que voilà, on voit aussi qu'il y a le burn-out qui explose, le stress, le stress qui a des conséquences néfastes à long terme. Donc en fait, il y a vraiment dans plein de domaines, ça a un impact sur la vie quotidienne des gens, sur une ambiance d'équipe. Si vous avez quelqu'un qui est déprimé et qui n'est pas soigné, ça a un impact sur son travail, ça a un impact souvent sur le travail des autres, ça a un impact sur sa famille, peut-être sur ses enfants. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est vraiment un peu une cascade de dominos là, comme ça, qui est tellement dommageable. Alors que, voilà, connaître un peu la santé mentale, par exemple, si on est manager, si on est frère, sœur, etc., on peut dire, mais attends, peut-être que ça va pas très bien, je vois quand même une différence, etc., pour amener la personne ou accompagner la personne à avoir meilleure confiance en elle, ou aller vers des soins, et du coup à se sentir moins seule, etc. Donc C'est bon, ça. voilà, Et ça serait ça finalement, ça serait connaître et éduquer à la santé mentale dans tous les milieux, et puis mais ne plus stigmatiser. ouais. Et non, ça me touche parce que enfin, j'en suis aussi convaincu et bravo pour ce que tu fais parce que bah tu y contribues et je pense qu'il faut aussi le voir comme ça et même enfin vous qui nous écoutez, on a tous entre guillemets notre rôle à jouer à Ouais. notre niveau avec nos moyens et c'est un combat qu'on va réussir ensemble parce que c'est pas un combat facile, mais en tout cas on y arrivera. Et je tenais à te remercier, Anne. C'était un plaisir et merci pour ton partage. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à très bientôt et une très belle journée. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.